In many ways, Donald Trump is an unserious man. Oh, vous voulez dire ça? Une fois encore, le monde s'est trompé et non, ce n'est pas de la faute des hommes noirs. Oui, Kamala Harris a perdu face à Donald Trump et le fait que je vous le dise, alors que peut-être certains d'entre vous sont encore en train de fredonner Yes She Can, la chanson de will.i.am qu'il a sortie la veille du vote électoral. Ou alors pendant que certains étaient en train de danser à l'instar de Beyoncé dans le clip de Bodyguard, vous incitant à aller voter pour Kamala. Peut-être que le fait que je vous redise là tout de suite que Kamala Harris a véritablement perdu, ça crée une sorte de fissure en vous. J'ai regardé plusieurs émissions quasiment tous les soirs sur la 5, sur le Média, sur France Info. À chaque fois, les experts nous expliquaient que Kamala Harris, c'était limite la thriller des sondages. Elle avait 5-6 points d'avance sur lui. C'était ce dont l'Amérique avait besoin. Elle marchait quasiment sur l'eau. Les Américains étaient fans de sa grâce. C'était It's All Coming Back to Me de Céline Dion. Il y avait une histoire d'amour qui nous était racontée entre Kamala Harris et le peuple américain. Au cours des dernières semaines, il y a quand même une sorte de resserrement qui nous disait oui, ce sera peut-être un peu plus serré, mais toujours elle avait une bonne poignée d'avance pendant que des milliers de stars défilaient dans ses meetings, twerkaient, donnaient des leçons à encourager les gens à aller dans les bureaux de vote. Each and every one of you can make a difference by doing a simple thing, and that's getting to the polls to vote. Et au final, tout était faux. Le thriller de Kamala Harris est en réalité le premier album annulé de Nicole Scherzinger. C'est-à-dire que les singles ne marchent pas parce que finalement, on se rend compte que non seulement la bataille n'était pas serrée, mais en réalité, elle fait le minimum de ce qu'un candidat démocrate aurait pu faire. Elle perd quasiment sur tous les swing states, sur les 7 États qui allaient faire pencher la balance. Elle est complètement ratatinée, mais en plus, sur quasiment toutes les catégories de la population, hormis chez les femmes noires où elle fait une performance absolument extraordinaire, c'est-à-dire que là on se retrouve avec 91% des femmes noires qui ont voté pour Kamala Harris. Ben en fait sur toutes les autres couches de la population, Donald Trump fait une avancée. Mieux encore sur sa thématique précise, à savoir justement la thématique des femmes, ben on voit qu'il y a moins de femmes qui ont voté pour elle qu'elles n'ont voté pour Biden, alors que justement c'était sa thématique de fond. Et avec ce ticket incroyable que lui a donné la mobilisation des femmes noires. Maintenant, à la question de savoir comment Donald Trump est devenu Tina Turner en faisant ce comeback extraordinaire, ben en fait, je vous rassure, effectivement, ça peut vous surprendre, mais il y a de l'amour là-dedans. Le problème qui s'est posé, c'est que la plupart des médias et des experts nous ont présenté, et d'ailleurs aux États-Unis ça continue, on a vu la une de Vanity Fair depuis que Donald Trump a été élu, ils ont fait une une, regardez la une, avec Donald Trump, personnage méchant, notant toutes ces accusations. Et encore une fois, c'est pas une défense ici de Donald Trump, mais ce qui est super intéressant, c'est que du coup nous étions tous ancrés dans ce truc où l'élection américaine serait une nouvelle fois un sondage, un référendum pour savoir si tu es pro le personnage de Donald Trump ou si tu es anti le personnage de Donald Trump. C'est pour ça que dans cet écosystème-là, Kamala Harris paradait parce que, bah, évidemment, face aux outrances de Donald Trump, Kamala Harris semblait, même avec son rire un peu excentrique et ses apparitions souvent un peu gênantes. We have to stay woke. Like everybody needs to be woke. Bah, elle semblait plus lisse, donc dans beaucoup de médias, personne ne s'imaginait qu'elle deviendrait Ciara. L'idée présentée était de nous dire, est-ce que les Américains vont aimer ce vieux monsieur raciste, voilà, ou alors, est-ce qu'ils vont justement le détester pour aller voter pour cette femme-là qui est plutôt lisse, voilà, même si c'est pas le plus grand charisme du monde, voilà. Au moins, elle semble ne pas faire de mal à qui que ce soit, et en fait, on s'est rendu compte que c'est justement cette idée-là qui était fausse. C'est-à-dire que les sondages, après la sortie des urnes, nous montrent que les préoccupations des Américains ont primé. C'est-à-dire que la première raison pour laquelle les gens ont voté pour Donald Trump, c'est les raisons économiques. Lors de son mandat à lui, l'économie se portait mieux, donc ils ont revoté pour lui pour cette raison-là. La seconde raison pour laquelle ils ont voté, ce qui peut paraître encore bizarre, c'est l'immigration. Beaucoup d'Américains sont d'accord avec Donald Trump sur l'immigration. La troisième raison, c'est le fait qu'ils estiment, et ça c'est encore plus particulier, que le personnage de Donald Trump, même en étant totalement fou, en tout cas selon le sondage, bah, est plus rassurant pour eux dans l'écosystème mondial actuel. Ils trouvent que Donald Trump représente un peu le personnage qui peut faire peur
et ils veulent cette image de peur de l'Amérique. Les thématiques souvent évoquées sur les réseaux sociaux de l'anti-wokisme et même de l'avortement ne sont pas notées dans les principales raisons des électeurs de Donald Trump, et c'est en ça que la campagne de Kamala Harris, si vous prenez du recul, a fatalement fait face à un mur, même avec tous ces milliers de célébrités l'ont-elles aidé ou plutôt desservi auprès du public américain. Hey Kamala, what are we gonna say to Donald Trump in November? Bye, bye, bye. Hello, motherfucker. Kamala, you're fired. Get out of here. Les Américains adorent le showbiz. Ils nous ont transmis ce virus, c'est d'ailleurs pour ça que peut-être que cette chaîne existe. Donc il y a toujours eu depuis quasiment un siècle un lien étroit entre les campagnes politiques et effectivement le showbiz américain. Frank Sinatra et plein d'autres se sont aussi servis des campagnes électorales américaines pour pouvoir avoir plus d'aval, c'est-à-dire que avoir plus de popularité auprès du grand public. Et parfois on a eu des célébrités comme James Brown qui a quand même perdu une grosse partie de sa carrière, pour ceux qui connaissent cette histoire, lorsqu'il a décidé de soutenir un candidat républicain. C'était Nixon, et James Brown, en étant cette grosse icône noire, le Godfather de la soul, voilà, le parrain de l'Amérique noire, avec des titres comme I'm Black and I'm Proud, au moment où il décide de soutenir Nixon en 69, c'est une Kanye West avant Kanye West, parce que c'est la chute de sa carrière. À ce moment-là, l'Amérique est encore donc très divisée, et le fait de voir un homme noir, qui est une icône pour les noirs, soutenir un candidat républicain va très mal passer. Il va être banni de plusieurs magazines soul. Il va vraiment se battre pour récupérer une partie de son audience et petit à petit quand même s'éloigner de certaines prises de position politique très fortes. D'ailleurs après il va critiquer énormément le mandat de Nixon sur plusieurs titres, notamment Funky President. Mais c'est pas ça. Ce que je veux vous signifier ici, c'est que les artistes se sont toujours engagés dans les campagnes présidentielles américaines pour le meilleur comme le pire. Et en général, effectivement, les artistes Hollywood sont quasiment toujours de gauche démocrate. L'une des histoires assez récentes et marquantes, c'était effectivement il y a 20 ans quand Didi décide de s'engager en politique. C'est un engagement en politique qui est très particulier et qui est donc récent parce qu'il nous permet de voir le miroir de l'ère dans laquelle nous sommes. Didi arrive au BET Award en 2004 et il fait une déclaration politique qui était très rare pour lui à l'époque. Il dit qu'il faut dégager George Bush du bureau ovale. Avec le recul, ça peut vous paraître simple, mais à l'époque, c'est vraiment, on se demande qu'est-ce qu'il a bu, qu'est-ce qu'il a mangé. C'est pas du tout son créneau de s'engager comme ça en politique. Quelques mois après, il lance une organisation qui va s'appeler Vote or Die. C'est vraiment une espèce de grosse promotion, une grosse pub autour de lui, une organisation qui s'intéresse aux jeunes et leur demande de sortir pour aller voter. Vraiment, il y a une mobilisation extraordinaire. Il y a des t-shirts que toutes les célébrités portent dans toutes les émissions. Il a quasiment la même exposition qu'il a actuellement. Sauf que à l'époque, c'est parce que c'est positif en fait. C'est le gars du hip-hop qui veut que les jeunes sortent pour aller voter. Il y a cette chanson extraordinaire avec Babyface, Fabulous, Brandy, Ashanti, Mary J. Blige, le bridge extraordinaire. Enfin, prenons quelques minutes. C'est pour inviter les jeunes à aller voter qu'il réunit plein d'artistes de l'époque en disant on y va, sortez pour aller dans les urnes. Les fois chaud passe, je vais sortir avec un big cat. No, God! Quand ce mouvement prend de l'ampleur, Didi, qui vise bien sûr aussi beaucoup de quartiers afro-américains, prend du recul. C'est-à-dire qu'il se met moins à dire qu'il est contre George Bush, il essaie de critiquer les deux candidats, notamment John Kerry. C'est aussi parce que c'est une organisation non gouvernementale qui reçoit pas mal de subventions, en plus du fait qu'il vend des t-shirts qui, selon plusieurs documents après, lui ramène de l'argent directement à lui. Donc du coup, il commence donc à modeler et à ne pas donner de directive de vote précise, même si en réalité vous n'êtes pas bête. Quand vous voyez tous les artistes qui portent des t-shirts et tout, vous savez très bien qu'ils vous invitent à aller voter pour George Bush, surtout en pleine guerre en Irak, là où les Dixie Chicks, groupe le plus populaire de la country américaine, vient de s'opposer à George Bush et où on brûle leur CD. Histoire géniale d'ailleurs, pour le coup on fera une vidéo dessus, où on brûle leur CD dans les rues américaines. Les gens sont tellement fâchés qu'elles se soient opposées à George Bush qu'on brûle leurs albums. Donc Didi, en bon homme d'affaires, ne dit rien, mais tout le monde a compris ce qu'il faut faire et peut-être un peu trop bien compris parce que justement il va perdre des deux côtés. Quand l'élection va se terminer, John Kerry va perdre et l'équipe de John Kerry dira que la campagne de Didi n'a servi absolument à rien du tout. De l'autre côté, les
conservateurs vont lui porter plainte, vont le traîner devant les tribunaux en disant que c'était une machination avec les fonds publics pour pouvoir inviter les jeunes, pas simplement à aller voter, mais à voter pour John Kerry. Ils vont me rajouter dans la plainte que Didi s'est fait plein d'argent et a escroqué les gens en vendant ses t-shirts. C'est aussi une des raisons pour lesquelles Didi va faire back down sur la politique et pendant très longtemps, il va plus revenir dedans jusqu'en 2020. Mais la vérité de l'histoire, c'est que la promo de Didi n'avait pas été si mauvaise. C'est juste que l'équipe de John Kerry n'avait pas eu ce qu'il voulait. Parce que dans les sondages, on voit effectivement que le vote or die de Didi avait permis à ce qu'énormément de jeunes sortent chez eux pour aller voter. Il y a 12% en plus par rapport à l'élection de 2000 jeunes entre 18 et 28 ans directement sur cette cible-là qui vont sortir de chez eux et vont déposer un bulletin dans l'urne. Le problème, qui est le même qu'aujourd'hui, ce n'était pas forcément le bon. Dans la liaison entre les célébrités américaines et la politique, il y a quand même un événement précis qui est donc Barack Obama. Barack Obama, c'est certainement le politique le plus celebrity compatible de toute l'histoire, parce qu'en vérité, son existence, le fait qu'il soit Barack Obama, est déjà un film hollywoodien. Quand vous y réfléchissez, Barack Obama, c'est Jennifer Lopez. C'est la fin du film Heureuse. Les États-Unis, pays raciste, racialiste, voilà. Tout est ancré sur la couleur de peau et tout. Enfin, ce pays qui a cette histoire absolument abominable, l'esclavage, et qui a encore 60 ans, parce que c'est extrêmement jeune. Rappelez-vous toujours de ça, il y a 60 ans, 70 ans, les Américains ne pouvaient pas entrer dans le même bus noir et blanc. Rappelez-vous aussi que ça se passait il y a 30 ans en Afrique du Sud. Ça veut dire que peut-être que vos parents qui ont grandi en Afrique du Sud, pensez-y souvent quand vous vous dites que le racisme s'est passé et tout, ont vécu dans des pays où en fait ils pouvaient pas s'asseoir à la même place qu'une personne blanche. Et imaginez ce que ça peut faire au cerveau. Imaginez les ratures violentes que ça fait à l'âme. Donc dans cette idée, Barack Obama, c'est la fin du film hollywoodien. C'est-à-dire qu'après toutes ces périples, ce racisme et tout, l'Amérique se réconcilie. C'est normal donc du coup que toutes les célébrités américaines étaient derrière Barack Obama parce que véritablement, il incarne ce qu'elles sont en fait. C'est le fait que finalement tout va bien se passer, nous sommes unis, nous sommes réunis, nous nous ressemblons. On n'aurait pas pu, si on voulait faire un script de comment donner une image de l'Amérique réunie, faire mieux que Barack Obama. Et c'est pour ça aussi qu'effectivement dans son mandat, premier mandat où il a l'odeur du renouveau après justement les années de guerre de George Bush, parce que il faut pas oublier ça, c'est-à-dire que George Bush c'est la guerre en Irak, Barack Obama est censé venir éteindre les guerres, ce qui ne va pas se passer, mais en gros quand il arrive c'est ça. Et il va continuer en étant ce personnage lui-même très charismatique, parce que il est, voilà, c'est un charisme inné, à avoir ce soutien, y compris de la sphère médiatique, parce que c'est le film hollywoodien et c'est que c'est la réunion de tout ce qu'on a toujours voulu. C'est un homme qui va gagner le prix Nobel de la paix alors qu'il a fait énormément de guerres dans son mandat. Mais bon, enfin, vous voyez le paradoxe, c'est-à-dire qu'il a une image tellement forte pour ce qu'il représente que finalement on va lui pardonner sur plusieurs points le fait que dans sa politique, il faisait exactement la même chose que plusieurs présidents américains passés ou récents. C'est-à-dire que c'est un président américain. Mais l'idée de ce qu'il nous avait vendu et le fait que nous soyons tous des fans de films hollywoodiens, nous sommes tous des Jennifer Lopez finalement, en fait, on y a cru. Et l'un des exemples les plus frappants de ce traitement d'Obama, c'est toujours son second mandat pour moi, parce que son second mandat était quand même beaucoup moins bien réussi que le premier, mais surtout, il y avait eu le Black Lives Matter. Et pendant le Black Lives Matter, Barack Obama avait fait beaucoup de recul. C'est-à-dire que quand Trayvon Martin parle, il prend du recul. Il avait expliqué qu'il n'était pas le président des Afro-Américains, il était le président de l'Amérique. Donc du coup, c'était quand même un président assez froid, distant de ces thématiques-là. Jusqu'à ce qu'il parte, et dès qu'il est parti, lui et sa femme sont devenus des donneurs de leçons sur tout ce qui concernait Black Lives Matter. Ce que je mets en exergue ici, c'est le fait que quand il était là, il était quand même un président américain assez neutre sur toutes les thématiques. Le truc, en revanche, qu'il avait, c'était encore une fois cette sympathie extraordinaire, ce qu'il représentait et le fait effectivement, pour moi c'était un bonheur d'avoir Barack Obama au bureau ovale, pas pour ses idées politiques mais parce que toutes les semaines il y avait des célébrités, il y avait toujours des célébrités, des concerts, Hollywood était là-bas, des rappeurs, on était toujours là, les rappeurs sur la Maison Blanche, enfin c'était quelque chose d'assez fascinant. On a plusieurs épisodes épiques, le fameux épisode de Stevie Wonder dont le micro tombe, l'épisode où Aretha Franklin ne veut pas saluer Patti LaBelle à la Maison Blanche. C'était pendant le mandat de Barack Obama parce que tous les jours les célébrités étaient là-bas. C'était vraiment le monsieur cool. Amazing grace. Maintenant, ce second mandat
d'Obama qui repose beaucoup sur cette image de m'as-tu vu, et cette image assez complaisante malgré tout des médias généraux, c'est-à-dire qu'autour de lui, pour ce qu'il est, plus que pour ce qu'il fait, il va y avoir quand même des échecs, c'est-à-dire qu'il va perdre l'élection de mi-mandat, les Américains vont moins bien vivre, ça veut dire qu'ils vont moins bien ressentir les effets de ces stratégies économiques, socialement aussi, il va y avoir du ressenti, donc en fait son second mandat va être ressenti comme un échec. En revanche, visuellement, il va toujours y avoir cette image très celebrity royalty, très l'homme cool avec toutes les élites, et c'est à partir de là que va naître véritablement Donald Trump. Je pourrais vous l'expliquer en 5 heures. Franchement, je pourrais faire une vidéo de 5 heures pour entrer dans les détails parce que j'aime beaucoup cette partie de l'histoire politique américaine. Mais en fait, Donald Trump est là et très souvent, on fait semblant de ne pas comprendre pourquoi. Parce qu'en vérité, Donald Trump, ce n'est pas un républicain de base. Pour ceux qui connaissent un peu son histoire, il faut savoir qu'à la base, c'est vraiment le gars super cool, le gars de tous les rappeurs, il est dans Le Prince de Bel-Air. C'est le milliardaire américain qui a réussi aux États-Unis, qui se faisait d'ailleurs passer à la base pour un self-made man, mais c'est le gars un peu cool qui soutient Michael Jackson, qui est dans la pop culture en fait. Entre 2001 et 2009, il est même encarté au Parti démocrate. Il finance des campagnes des démocrates. Il a aidé plusieurs républicains aux années 90, mais Hillary Clinton et plein d'autres ont eu des dîners très cool avec Donald Trump. Ce n'est pas du tout l'espèce de rejet des élites qu'il va devenir dans cette période précise-là, parce que c'est là qu'il se matérialise et qu'il commence à adopter ce personnage après. Parce qu'on le sait, avoir tâté le terrain de savoir s'il pouvait se présenter au Parti démocrate ou au Parti républicain, il tape à toutes les portes en fait à la base. C'est-à-dire qu'on aurait pu avoir un Donald Trump démocrate si le Parti démocrate lui avait laissé la porte. Sauf que lui, il comprend parce qu'à la base, il commence comme tweetos et qu'il a un truc qui est inné chez lui, c'est qu'il parle comme les gens. Moi, je l'ai découvert dans l'émission du catch, là. Je savais pas qui c'était à la base et je voyais ce monsieur en veste qui venait, qui bagarrait les catcheurs. En fait, il a un truc très relatable pour l'américain moyen. I'm taller than you. I'm better looking than you. I think I'm stronger than you. Et tout de suite sur Twitter, vous rappelez que les premières empoignades entre Donald Trump et Barack Obama président, c'était lors du second mandat, et il attaquait déjà précisément sur le fait que tu représentes les élites, moi je représente le peuple. Est-ce que tu es vraiment légitime d'être président américain? Qui tu es vraiment? Il a très vite commencé à insérer ça dans l'idée de son public, à savoir que, regardez, celui-là ne vous parle pas à vous, mais moi je peux vous parler. Et en général, je trouve qu'on laisse souvent passer cette idée dans l'histoire, même dans les médias, dans les analyses politiques, du fait que une partie de ce qu'Obama a fait, notamment lors de son second mandat, a créé chez une partie du public américain un ressentiment qui a donc été récupéré par Donald Trump. Donc de fait, il y a une responsabilité du second mandat d'Obama sur la création du personnage de Donald Trump. Parce qu'encore une fois, pour moi, je pense que c'est un personnage qu'il crée comme... parce qu'il aurait pu être ailleurs en vérité. En 2006, il se disait plus démocrate que républicain. Là, il s'insère dans ce truc où il se dit, je suis le milliardaire qui est différent des autres, je vous représente parce que je me suis fait de moi-même, regardez, ce sont des élites qui ne foutent rien. Et la suite de ça, c'est que tout ça est tellement méprisé par les médias, on voit tellement pas ce qui se passe que Hillary Clinton prend le flambeau d'Obama et en fait, elle va faire exactement ce qu'elle avait raté en 2006. Elle va se dire en 2008, lors des primaires face à Obama, j'ai fait une campagne studieuse, naze, machin, carré de dossiers et on m'a reproché de ne pas être assez proche des gens. Hillary Clinton connaît ses dossiers mais elle est froide. Donc du coup, comment y remédier? Elle va se dire, bah Obama a fait venir Hollywood, bah Hollywood m'aime bien et on va avoir ce truc de toute la campagne d'Hillary était portée par les élites, les célébrités, Beyoncé, le même schéma qu'Obama. Donc du coup, elle s'est inscrite dans une continuité et factuellement, elle a été piégée par ça parce que justement, Donald Trump a commencé là à construire pas un électorat mais une fanbase. Ce que je différencie toujours dans l'électorat, c'est les gens qui vont voter pour toi. Donald Trump a construit une fanbase, c'est-à-dire que des gens qui étaient prêts à tout donner pour lui, pour lutter contre le système des élites. Et ce, au-delà même de la considération politique, c'est-à-dire qu'il s'est inscrit en porte-à-faux de ce que représentaient les médias et Hollywood. Et c'est aussi pour ça que, vous êtes très bon, oui, il est le grand méchant du film. Obama, c'est le héros de notre film, donc Hollywood, tout. Le mec qui vient dire dans le film que, attendez, tous ces gens se sont fait des fils de machin, de connards, nous, le vrai peuple américain, on s'en fout des élites, on souffre, on va reconquérir notre pays, on va refaire notre pays comme avant. Au-delà des considérations politiques, forcément, il est le méchant du film. Et le méchant n'est pas censé gagner à la fin du film hollywoodien. C'est pour ça que, finalement, Hillary Clinton, quand elle fait sa campagne de bout en bout,
bah elle est sûre qu'elle va gagner parce qu'elle se dit que non, voilà, elle est tellement éloignée d'une partie de la population américaine, elle n'imagine pas à un seul moment qu'elle peut perdre. Et c'est exactement ce qui lui est arrivé. Elle a perdu avec un apport massif des célébrités américaines. Et il y a une chose que vous allez tous dire dans les commentaires qui va me faire sourire, c'est que vous allez me dire, mais Stevie, elle a gagné le vote populaire. Sauf que ça ne veut rien dire. Dire que quelqu'un a gagné le vote populaire, c'est un indicatif de ce que veut représenter la population américaine. Mais factuellement, ça ne veut rien dire. Pourquoi ? Parce que les élections américaines ne se font pas de la même façon si tu fais un vote populaire, c'est-à-dire que tout le monde vote et on comptabilise le vote de tout le monde. Et si tu délègues sur certains, vous le voyez très bien, ils savent déjà plus ou moins très bien quels États iront en bleu ou en rouge. En Californie, c'est sûr que les démocrates vont prendre. Au Nevada, c'est plus ou moins certain que les républicains de leur côté vont prendre. Et quand vous voyez les parcours, les meetings qu'ils font, ils font souvent des meetings en fonction des États où ils vont renforcer leur fanbase, ou alors en fonction des États où ils se disent qu'il y a moyen de grappiller quelques votes. Et ils centrent beaucoup de choses sur les États où c'est incertain. Donc de fait, la campagne n'est pas la même. C'est pour ça que le débat du vote populaire est un indicateur pour moi dans les campagnes américaines, mais c'est pas un débat qui a lieu d'être. Parce que tu ne peux pas faire la même campagne si tous les votes comptent. Bah en fait, la campagne que tu mènerais ne serait pas pareille. Il y a des États dans lesquels ils vont pas aller parce qu'ils savent très bien que là-bas l'autre a déjà gagné. Alors que si ça avait été la campagne en mode de vote populaire, tu vas y aller parce que tu vas te dire que même si je prends 1 ou 2 votes, je vais récompiler avec les autres votes de l'autre État et tout, et au final, je vais avoir beaucoup plus de votes. Alors que là, sachant que si tu sais que là-bas, tu as peut-être 40% de votes, tu vas pas trop te fatiguer à aller là-bas parce que tu te dis qu'il va prendre de toute façon tous les délégués. Donc en fait, l'idée du vote populaire ne passe pas sur le fait que Hillary Clinton a perdu parce que la campagne qu'ils auraient menée tous les deux aurait été totalement différente, mais elle se retrouve piégée parce qu'au-delà des mesures politiques, ce qu'elle représente est détesté majoritairement par la grosse fanbase de Trump et une grosse partie du peuple américain qui rejette économiquement le second mandat d'Obama. Le problème étant qu'encore une fois, Obama étant le héros de l'histoire, c'est rarement dit que l'une de ses failles pourrait factuellement être ce qui a ouvert la voie au méchant de l'histoire, à savoir Donald Trump. Il y a cette vidéo de Ricky Gervais que j'aime beaucoup, qui a fait le buzz, qui résume un peu beaucoup de choses. Quand il dit oui, je suis une célébrité, je vous demande de voter comme ça, si vous ne votez pas, ce sera un crime et je vais quitter le pays et je serai énervé. Il présente un peu ça comme un caprice de star. Hi guys, Ricky G here, wellness and beauty influencer. As a celebrity, I know all about stuff, like science and politics. So trust me when I tell you who you should vote for. If you don't vote the right way, it's like a hate crime, and it makes me sad and angry, and I'll leave the country. And you don't want that. Maintenant qu'on a fait un peu le relais de ce qui s'est passé avec Obama sur le plan visuel, avec Didier et tout, vu qu'on est vraiment dans cette communication politique autour des célébrités, vous vous rendez compte de ce qui a manqué plus ou moins à Kamala Harris. C'est-à-dire que Kamala Harris fait à quelque chose près la même campagne qu'Hillary Clinton. Elle sort d'un mandat démocrate, ou pire encore, elle a été vice-présidente, donc du coup quand même active. Elle a à sa décharge 3 mois pour se préparer parce que Joe Biden occupe une grosse partie de la campagne et n'est pas prompt à aller jusqu'au bout. Donc du coup, on la décoche un peu et on voit bien qu'on la décoche pas par grande amitié parce que les Obama vont faire le strict minimum en termes de promo. Vous n'avez pas vu une photo j'ai attendu ça toute la campagne de la voir aux côtés d'Obama pour un meeting. Il n'en a jamais fait. Il faisait ses meetings seul. Elle faisait ses meetings seul. J'ai attendu toute la campagne de savoir si même peut-être la femme de Joe Biden l'accompagnerait quelque part. Jamais. Donc on voit bien que c'était pas une décision qui a réchauffé les cœurs de tout le monde. Ils se sont dit bon, c'est le moindre mal. Donc elle y va un peu aussi à l'abattoir. Et donc de fait, je trouve que la première erreur de sa campagne, et qui est peut-être la plus importante, c'est que son programme est quand même peu lisible. C'est-à-dire qu'elle est obligée à la fois de partager le bilan de Joe Biden qui n'est pas très apprécié. Donc du coup, elle peut pas trop le tacler parce que si elle le tacle trop, c'est le président et en même temps, les rapports sont pas totalement chauds. Donc du coup, comment faire? Donc elle est obligée d'assumer ce bilan-là et en même temps d'incarner le renouveau. C'est dur comme exercice, surtout en très peu de temps. Et sachant que si elle avait eu les primaires, elle les aurait dégagées parce que elle a un vrai programme. Vous vous rappelez que quand elle faisait la primaire contre Joe Biden, elle était extrêmement dure. Elle avait une politique plus ou moins ouverte en termes de frontières, d'immigration. Elle avait de vraies mesures
quand elle était en 2019 contre Joe Biden pour la primaire démocrate. Là, elle est un peu piégée parce que si elle les désavoue, bah, ils vont l'abandonner dans la campagne. Il n'y a pas beaucoup de temps, mais elle a un élément qui est très bien pour elle. C'est-à-dire que quand on la regarde, pour Hollywood et pour nous qui sommes femmes d'Hollywood, elle fait quand même aussi, encore une fois, héroïne de film. Elle fait Jennifer Lopez, elle nous fait un peu, elle nous émeut. C'est-à-dire que c'est une femme qui a des origines indiennes et afro-américaines. Voilà, elle a un parcours où elle s'est formée, elle est devenue procureure. Bon, alors elle avait des mesures assez dures qui ont touché pas mal d'afro-américains, mais en même temps, c'est une réussite personnelle et donc de fait, pour le regard de pas mal de gens, en tout cas dans l'esprit hollywoodien, on peut se dire putain, c'est une vraie réussite cette dame. Ça peut rappeler encore une fois à certaines reprises la fin du film hollywoodien à la Obama. Et ça, c'est ce à quoi son image a servi et c'est pourquoi pendant des mois, on le disait au début, les médias nous ont dit franchement, elle va gagner et l'Amérique est totalement derrière elle. Parce qu'ils étaient tous dans cette idée de se dire encore une fois, on va revivre la fin du film et on sera tous émus. Sauf que l'une des choses qui différencie les deux, c'est déjà, je trouve que Obama est un personnage beaucoup plus charismatique, mais aussi au niveau des mesures. Quand Obama arrive, il y a de vraies mesures de changement par rapport à George Bush. Là, elle est dans la continuité de quelque chose qui n'a pas été très apprécié par les Américains, qui vient de son parti où elle était vice-présidente, où elle n'était pas elle-même très appréciée, mais pire encore, elle a beaucoup de mal, et je vous mets au défi dans les commentaires, soyez honnêtes, d'avoir retenu des mesures précises de Kamala Harris, d'imposer les siennes. Sa campagne est faite dans le référendum anti-Trump, c'est-à-dire qu'elle est pour les femmes, pro-femmes, vraiment le droit à l'avortement parce qu'elle estime que Trump est contre le droit à l'avortement. Ce qui est d'ailleurs assez intéressant parce qu'il faut savoir qu'il y a 20 ans, Trump était pour le droit à l'avortement, totalement ouvert à ça, quand il était démocrate. Mais en tout cas, Kamala Harris, après avoir eu ce personnage d'héroïne du film, va avoir 2 points forts dans sa campagne. À savoir qu'elle va défendre donc du coup les femmes. Et deuxième point, la démocratie. Elle défend la démocratie parce que elle est face à Hitler. Les outrances de Donald Trump, vraiment, sont tellement ouf que franchement les gens, prenez-moi, on va être mieux. Les droits LGBT, la démocratie et tout. Et c'est aussi pour ça donc que Hollywood se met à fond derrière elle. L'héroïne du film va gagner. Toutes les célébrités, encore une fois, viennent à sa rescousse parce qu'en plus il y a très peu de temps, donc de fait Julia Roberts, George Clooney, ils font une récolte de fonds assez rapide, $1 milliard et les Beyoncé vient chanter, Megan Thee Stallion vient twerker, bon là c'était, on comprend pas exactement pourquoi, mais elle vient twerker, Gloria vient rapper, franchement c'était marrant parce que Gloria, il y avait plein de gros mots dans sa chanson. A world where we're not divided, our past, our present, our future merge to meet a... Joe Biden is asleep, Kamala is at a dance party with Beyonce. Hey! Même le public était dépassé de voir ce qu'il voyait, mais en tout cas, elle vient rapper. Du coup, toutes les célébrités américaines, même celles qui étaient avant pro-Trump, parce que Gloria était plutôt pro-Trump, sont derrière Kamala Harris. Il faut que l'héroïne du film gagne. Tout ce petit manège ulcère le clan républicain et même Donald Trump qui va aller sur son réseau social et dire « Je déteste Taylor Swift » qui est toujours la célébrité la plus maligne de toutes parce que clairement c'est la plus populaire de toutes et c'est celle qui touche le plus de tranches de la population variée. Et donc Taylor Swift vient, elle endorse Kamala Harris mais elle fait exprès, encore une fois parce qu'elle est pas bête, de pas faire de photo avec Kamala. Elle dit oui je la soutiens, voilà, pour les droits des femmes et tout. Elle met un lien dans sa story et le lien fait fureur parce que le jour où Taylor Swift envoie les gens voter dans sa story, il y a 400 000 personnes qui vont s'inscrire sur les listes électorales. C'est-à-dire qu'un seul poste, 400 000 personnes. C'est pour ça que Donald Trump pète un câble et il dit sur son réseau « Je déteste Taylor Swift ». Pourquoi ? Parce qu'il comprend bien l'empoigne. Il se dit « Ah, donc toi tu vas amener ton public vers elle, mais moi je vais te montrer que mon public, vu que moi, je vous dis toujours que Donald Trump n'a pas un public électoral, il a aussi une fanbase, bah ma fanbase, je vais leur dire aussi de te détester toi. » Donc du coup, il y va et elle sait très bien que c'est dangereux pour elle parce que l'une de ses grosses parties de sa fanbase vote Donald Trump. Donc du coup, ils sont dans une bataille d'empoigne très dure et je pense que c'est pour ça aussi que Taylor Swift ne fait pas plusieurs posts et se retracte petit à petit. On la voit plus beaucoup dans la campagne, voilà, on la voit pas aussi engagée que les fois précédentes. Mais donc, il y a 400 000 personnes qui en un jour s'inscrivent sur les listes électorales américaines. Et maintenant, on a le détail de l'analyse de comment ces personnes se sont comportées dans les bureaux de vote. Et il y a une chose super intéressante. On est sûr que 8% d'entre elles ont voté pour Kamala Harris. 8%. C'est sûr et certain, ont pris leur bulletin, ils ont mis Kamala Harris dans l'urne. Mais il y a un truc extrêmement pervers, c'est que le fait que Taylor Swift ait demandé de voter pour Kamala Harris a convaincu 20% de ces personnes-là
de voter tout en aimant Taylor Swift contre Kamala Harris, 20%. Et il y a un article du Guardian sur lequel je suis tombé qui l'explique très bien. Il explique que Taylor Swift a une grosse base électorale qui transverse tous les États-Unis, c'est-à-dire que aussi bien les démocrates que les républicains. Donc de fait, voilà, dans son cas, c'est particulier, mais malgré tout, ça revient sur un point qui est clair. Le fait que les célébrités, y compris Didi, disent aux gens d'aller voter fonctionne. Le problème qui se pose est peut-être plus vicieux, c'est qu'ils ne votent pas forcément pour la célébrité qui les a envoyés voter. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que Didi avait dit en 2004 à tous les jeunes là d'aller voter pour John Kerry sans leur dire d'aller voter pour John Kerry qu'ils ont voté pour John Kerry. La preuve, John Kerry a perdu. Oui, il y a un effet quand les célébrités se lèvent, vu que c'est massif et tout, en disant d'aller voter, mais c'est pas toujours sûr qu'elles vont voter exprès pour le candidat qui leur est affiché. En revanche, dans le cas de Donald Trump et de sa stratégie anti-élite et de son public, sur des personnages comme Taylor Swift, le simple fait que Taylor Swift dise à ses abonnés d'aller voter, oui, certains vont aller voter pour Kamala Harris, mais dans son propre électorat, ayant un électorat républicain, des gens même peut-être qui n'auraient pas voté du tout, se disent, ah, comme elle demande d'aller voter pour Kamala, je vais aller voter pour Trump pour pouvoir contrer Kamala Harris. Mais là, vous allez me dire, et vous aurez raison, que oui, mais bon, pour Beyoncé, Alicia Keys et tout, il n'y a pas de grand risque. Oui, je suis d'accord avec vous, il n'y a pas de grand risque pour Kamala Harris d'avoir des Beyoncé, Alicia Keys, Gloria, Megan Thee Stallion, et ça s'est prouvé. Parce que si elle fait 91% chez les femmes noires, ça veut dire qu'effectivement, chez cette audience-là, en tout cas, elle les a conquis. Finalement, donc, le personnage de l'héroïne de la fin du film n'est pas si mal, vu qu'il convainc quand même une grosse partie du public démocrate. Les femmes noires votent quand même pour Kamala Harris, une grosse partie du peuple démocrate vote pour Kamala Harris. Le fait de conserver la liberté et d'être contre ce grand méchant attire bien à elle un électorat. Ça lui confirme son socle, mais ça ne lui permet pas, et c'est ce que je pense qu'il lui a manqué, justement, dans les votes qu'on voit, d'élargir sa base fan électorale. La preuve en est que justement, quand les gens veulent tomber sur les hommes noirs et les hommes latinos qui ont plus voté pour Donald Trump qui ne le font habituellement, en vérité, l'une des choses frappantes de sa campagne, c'est justement le fait que les femmes, qui sont l'un des points précis de sa campagne, ne votent pas plus pour elle qu'elles n'ont voté pour Joe Biden. Ça dit quelque chose de sa campagne et du fait que finalement c'est quelque chose de très studieux d'incarner, mais les foules ne se sont pas levées à fond pour aller se battre contre Hitler et soutenir Kamala Harris. Et donc ça reste quelque chose de très cool, qui nous plaît à nous, qui plaît à une grande partie de la sphère médiatique, mais qui donc de l'autre côté horripile de fou une grosse partie du public de Donald Trump. Et donc de fait, plus tu t'affiches avec plein de célébrités, plus ça mobilise un électorat qui se dit oui. En plus là, dans un article de CBS, ils estiment que les liaisons qui ont été faites entre plusieurs célébrités hollywoodiennes et l'affaire Didi ont mené sur internet en tout cas à plus de gens à aller s'inscrire dans les bureaux de vote pour contrer Kamala Harris et ce système-là. C'est-à-dire qu'il y a un lien qui a été fait entre Donald Trump, qui vient sauver l'Amérique, et tous ces gens pervertis qui seraient donc des déchets dans une Amérique extrêmement croyante. Faut pas ignorer ça. La religion joue toujours énormément dans la société américaine et dans les élections américaines. Et ce manque d'incarnation de son programme d'être plus ou moins le référendum anti le méchant va lui desservir aussi parce que de son côté, le méchant va trouver des célébrités aussi prêtes à le soutenir. Et il va trouver une typologie précise de célébrités illustrées par Elon Musk, à savoir les entrepreneurs stars, les mecs des podcasts qui se sont fait eux-mêmes, qui ont réussi, qui là encore vont toucher une autre partie de l'Amérique, les Joe Rogan et tout, qui touchent cette Amérique encore une fois, qui se dit qu'on souffre, qui est pas dans le bling bling, qui est plus dans le côté de se dire je me suis fait par moi, et là ce n'est pas un jugement de valeur, mais quand vous voyez les entrepreneurs qui soutenaient Donald Trump, et vous voyez même peut-être Mel Gibson qui soutenait Donald Trump, et c'est intéressant parce que Mel Gibson c'est un acteur hollywoodien, et je trouvais que quand j'ai vu la vidéo de Mel Gibson en train de soutenir Donald Trump, connaissant ses positions sur Hollywood, toutes les critiques qu'il fait à Hollywood face à tous les acteurs hollywoodiens, c'est vraiment le côté de l'anti-système qui est derrière Donald Trump face au système qui doit s'effondrer. I don't think it's going to surprise anyone who I vote for. Trump. Is that a bad guess? It's a pretty good guess. She's got the IQ of a fence post. Et c'est en ça que Kamala Harris s'est trompée de campagne, c'est-à-dire qu'au lieu d'incarner quelque chose, elle s'est dit que son image et le fait d'être portée par une grosse partie des célébrités serait suffisant pour éviter le fait qu'il n'y ait pas de proposition marquante extraordinaire et qu'elle soit principalement
contre Donald Trump qui, de son côté, comme on peut le voir dans les urnes, a malgré tout, quoi qu'on puisse dire, je ne suis pas ici en train de le soutenir ou pas le soutenir, mais en fait, quand on voit les résultats des urnes, on se rend compte que les Américains ont compris, à leur niveau en tout cas, ce qu'ils voulaient faire pour leur économie, parce qu'ils estiment que quand il était là, c'était mieux qu'aujourd'hui. Ils ont compris que, même si c'est peut-être pas possible, que quand il va arriver dans l'office, il va appeler l'Ukraine, ce sera fini en un jour, du coup, eux, ils vont garder leur argent. Il va appeler Israël, il va s'arranger avec eux pour garder leur argent. C'est-à-dire qu'il a quand même fait du populisme, mais des propositions très simplistes dans lesquelles la plupart des Américains se sont dit, bon, on le voit plus ou moins faire. Quand il était là, il n'y avait pas de guerre. Et derrière ça, aussi bizarre que ce soit, Kamala et toutes les stars qui twerkaient semblaient être comme le vieux monde. C'était comme un film de Noël qu'on a déjà trop bien vu. Je ne pense pas que les femmes américaines soient plus bêtes ou plus stupides que les autres, même si quand on regarde les sondages, effectivement, Donald Trump surperforme effectivement sur les personnes qui n'ont pas de diplôme, et voilà, comme beaucoup de candidats républicains, mais encore plus chez lui d'ailleurs. Mais je ne pense pas forcément que les femmes américaines soient plus bêtes ou peut-être plus misogyne que les autres. Le fait qu'elle ne se soit pas déversée de fou derrière Kamala Harris, je pense pas que le droit à l'avortement ne les intéresse pas tant que ça. Moi, je pense qu'en vérité, peut-être qu'effectivement, on peine à le voir, mais j'ai vu qu'il y avait eu des pénuries de lait en poudre, que tous les Américains se plaignent du fait qu'il y a une inflation incroyable dans le pays, et je pense que peut-être qu'elles se sont dit, pour beaucoup d'entre elles, je veux d'abord savoir comment je vais remplir les paniers de mes enfants maintenant, avant de savoir comment va se passer le droit à l'avortement. Encore une fois, c'est pas un jugement, surtout qu'encore une fois, beaucoup d'entre eux sont très croyants, et que Donald Trump, je crois, a spécifié dans son projet qu'il n'y aurait pas d'ordre à interdire l'avortement dans tous les États-Unis. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'il ne fera pas selon son projet actuel. Je pense qu'il y a un rejet profond, mais que Donald Trump a réussi malgré tout dans sa fanbase à transformer ce qui est un fait politique majeur, le rejet qu'il y avait pour les autres, en adhésion. À lui seul, il incarne déjà, même en étant cette super élite qui était démocrate à la base, une contre-élite en fait. Moi j'ai regardé la soirée électorale sur 3 chaînes, j'avais une chaîne sur mon téléphone, une chaîne sur mon ordinateur, une chaîne sur ma télé. Il y a un moment, je crois que c'est sur BFM TV celle-là, c'est une femme américaine qui m'a fait sourire. Parce que sur BFM TV c'était marrant parce qu'au début c'était tout à fait sûr que Kamala allait gagner, et à partir de 4-5 heures quand c'était déjà clair que c'était chaud pour elle, ils étaient là vraiment en dépression, ils savaient plus ce qu'ils disaient de... Et donc du coup, je crois que c'est à Philadelphie, il y a une dame qui sort d'un bureau de vote et on lui demande là comme ça, pourquoi est-ce que vous avez voté pour Donald Trump? Elle a donné une réponse qui était assez logique dans son sens. Elle a dit, ouais franchement l'économie, voilà, l'inflation, franchement on s'en sort plus, quand il était là c'était mieux pour nous, je pense aussi qu'il va nous défendre sur le truc international. Elle a dit exactement ces 2 points. Et le journaliste lui a redemandé, oui mais vous connaissez pas ses outrances, ce qu'il a dit sur les femmes et tout. Et franchement la meuf elle dit dépitée, hein, pas genre en mode, elle dit franchement on sait pas pourquoi il parle tout le temps comme ça, des fois il nous saoule de fou et tout. Et le mec lui dit à l'après, mais vous votez quand même pour lui? Elle dit oui mais parce qu'on le connaît, ça fait 40 ans qu'il est comme ça. Trump a parlé à la nation américaine de la nation. Kamala a parlé aux communautés américaines des communautés. Et en fait quand elle a dit ça, je me suis dit mais en fait Donald Trump, avant d'être président, vous le savez, est une star aux États-Unis, un vrai personnage, voilà, ses émissions, You Are Fired. Donc du coup, c'est quelqu'un qu'ils connaissent et qui est totalement ancré dans leur culture populaire. Et en plus, il a réussi des choses dans sa vie, c'est un vrai entrepreneur, il a eu de vrais succès. Et son mandat n'est pas un mandat catastrophique objectivement, c'est-à-dire que voilà, l'Amérique se portait plutôt bien, voilà. Le Covid, le plan, mais finalement, je pense que peut-être sans Covid, il aurait déjà peut-être gagné face à Biden. Mais ça, c'est un avis personnel. Mais du coup, quand elle dit ça, je me suis dit, est-ce que ce ne serait pas pour ça qu'une grosse partie de ce discours dans les médias de Trump, le hitlérien, ne fonctionne pas? C'est-à-dire que si ça avait été quelqu'un qui ne connaissait pas, peut-être que chez les indécis notamment, le discours de Trump-Hitler aurait pu mieux fonctionner. Mais comme c'est quelqu'un qui est totalement ancré dans la culture populaire depuis des années, que même les démocrates aujourd'hui qui le critiquent furent ses amis il y a 10-15 ans, que les rappeurs qui vont inviter à voter pour Kamala Harris traînaient avec lui dans plein de vidéos il y a 10-15 ans, en fait, est-ce que finalement là, tout ça là ne fait pas en sorte que le discours hitlérien touche bien le public démocrate, touche les médias mainstream et tout, et que du coup, comme ils sont totalement face à Hitler, ils n'arrivent pas à percer que de l'autre côté, Donald Trump étant une personnalité américaine depuis, en fait, c'est moins pris au sérieux toutes ces outrances. Ça ne veut pas dire que ces gens-là, comme cette dame-là, tolèrent ces outrances, mais elle se dit, en vrai, peut-être qu'il va se mettre là-bas, il va travailler pendant 4-5 ans, il va faire son travail, il va dire plein de grossièretés, mais bon, on est capable de supporter ça, on le connaît depuis longtemps. Est-ce qu'il n'y a pas cette perception-là qui, finalement, chez un public, au-delà de son audience, en fait, je parle des gens qu'il réussit à raboter à sa cause pour pouvoir
gagner? Est-ce que c'est pas une des choses qui lui permet de gagner et qui passe totalement sous les radars des journalistes parce qu'ils sont eux persuadés à l'inverse d'avoir Hitler face à eux et qu'ils essaient pas d'aller plus loin sur les raisons du vote qui nous ont été données désormais dans les urnes et qui étaient analysables parce qu'encore une fois, dans plein de podcasts sur internet, ils étaient totalement sûrs que Donald Trump allait gagner. Ce n'est pas logique que tous les instituts de sondage dans le monde se trompent et pas des petits journalistes lambda en fait. But don't y'all find it strange that now that he's won, they're not calling him a threat to democracy? They're not calling him a fascist? I mean, damn. Ça cristallise quand même quelque chose et le discours consistant à dire que Kamala Harris a perdu parce qu'il n'y a que 77% des hommes noirs qui ont voté pour elle pendant que 91% des femmes noires ont voté pour elle est un discours complètement odieux pour moi et même dangereux parce que le fait d'être noir n'est pas une opinion politique en fait, c'est même irrespectueux de le penser, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé parce qu'on est noir de voter socialiste. Ça ne veut pas dire que moi je vous encourage à voter pour quoi que ce soit, mais moi en vrai, étant, je sais pas comment vous expliquer ça, ayant des opinions souvent même très à gauche sur certains points, ça me dérange pas de voir une autre personne noire avoir des opinions très à droite parce que je me dis qu'on est différent et on vit des réalités différentes et que finalement, dans un certain écosystème, ça peut faire pression sur le parti démocrate, sur le parti socialiste pour qu'ils prennent plus en compte ou mieux en compte les problèmes des minorités. Donc le fait de vouloir culpabiliser les hommes noirs alors que Kamala Harris n'a pas réussi sur sa cible principale, à savoir les femmes, aussi bien les femmes noires que les femmes blanches, c'est dangereux. Le deuxième point étant que pour les hommes noirs notamment, si on va même dans le fond des choses, elle ne les a pas calculés au début. Elle était tellement persuadée, et ça c'est encore une fois une des erreurs du Parti démocrate qu'elle les avait, qu'elle a fait très très peu d'intentions vers eux, et ce n'est que vers la fin que Barack Obama s'est rendu compte qu'ils n'étaient pas dans les comptes, qu'il a commencé à gronder, et qu'ensuite elle a commencé à se dire, bon, comment on peut faire 2-3 mesures, s'afficher avec quelques hommes noirs, parce qu'au début, elle était trop sûre d'elle, elle était trop sûre qu'ils voteraient à 90% comme les femmes noires, parce que je trouve déjà que 77%, c'est un très bon score. Quand elle a fait venir Beyoncé, Alicia Keys et tout, elle s'est dit, ils vont faire ils vont voter comme les femmes noires, et ce n'est qu'après qu'elle s'est dit, peut-être que ces gens-là aussi, je ne nie pas qu'il peut y avoir de la misogynie, aussi bien chez eux que chez les hommes latinos, mais ce sont des Américains comme les autres. Peut-être qu'ils ont des souffrances économiques, sociales. Ils ont d'autres problématiques qui méritent un intérêt autre que le simple fait que oui, comme c'est une femme noire et j'ai peur du racisme, bon, on va voter pour elle. Parce que cette logique-là, ça fait 100 ans quasiment qu'on l'a fait et ça n'a pas non plus fait énormément progresser la situation d'une grosse partie, je ne dis pas de tous, des Afro-Américains. 61% des natifs américains ont voté pour Donald Trump. La communauté musulmane, qui n'est pas une communauté qui lui était acquise, a aussi en majorité voté pour Donald Trump. D'ailleurs, on voit aussi que dans plusieurs États, il y avait un référendum pour le droit à l'avortement. Et c'est intéressant parce que plusieurs électeurs donc, de Donald Trump ont voté pour confirmer le droit à l'avortement dans plusieurs États, tout en votant pour Donald Trump. Ça veut dire qu'ils ont quand même trouvé la subtilité, entre parenthèses, de confirmer le droit à l'avortement, c'est-à-dire que d'avoir ce droit-là, et de l'autre côté, d'avoir quand même Trump au pouvoir. Ce qui confirme aussi que Kamala, encore une fois, s'est trompée de campagne. Et je vois aussi beaucoup de gens, je vois même certains d'entre vous me dire oui, Kamala a juste perdu parce que les Américains ne sont pas prêts à avoir une femme comme présidente, Hillary et tout. Et franchement, je suis pas totalement d'accord avec ça parce que je trouve que finalement, elles font des scores qui sont pas nuls. Franchement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le public démocrate, finalement, comme le pays est séparé en deux, est totalement prêt à avoir une femme présidente. Elles font des scores qui sont quand même incroyables. Si on enlève le fait qu'elles soient battues, elles font de bons scores. Elles font pas des scores ridicules, en vérité. Le problème pour moi, c'est que finalement, elles sont traitées comme dans les Marvel. Elles sont les héroïnes des fins de films justement masculins. Et ça, c'est encore une fois les failles du Parti démocrate. C'est-à-dire qu'ils affichent la grande affiche avec leur héros masculin qui a tous les pouvoirs comme dans les Marvel. Et après, la succursale, quand on a déjà bien vu le film, on refait le même film avec des femmes. Problème, c'est que toutes les failles du premier film ont déjà été observées par vos détracteurs. Donc de fait, elles sont à la fois obligées d'assumer le bilan du précédent et d'être elle-même, c'est très compliqué. Hillary Clinton fait campagne avec les Barack Obama et tout et tout. Donc les gens qui détestent Barack Obama, clairement ils vont voter contre Hillary Clinton. Donc au-delà de leur statut de femme chez les indécis, elle n'inspire absolument pas le renouveau. Kamala Harris, c'est bien gentil pour le Parti démocrate de nous expliquer que oui, c'est le renouveau et tout, mais ils ont quand même tenu pendant quasiment 1 an de campagne avec un vieux crouton là qui ne savait plus très bien ce qu'il disait, tout. Et ce n'est qu'à la dernière minute, parce qu'ils avaient été forcés, qu'ils ont décoché Kamala Harris. S'ils croyaient vraiment en Kamala Harris, ils nous auraient mis Kamala Harris depuis le départ en fait. Ils auraient fait en sorte qu'elle ait une campagne de 2 ans des primaires, qu'elle construise un programme, qu'elle ait le temps de se détacher de lui. Ils n'ont pas fait ça parce qu'ils n'y croyaient pas en fait. C'est-à-dire que je trouve que les positions dans lesquelles elles sont
alors qu'elles sont censées incarner le renouveau, venant après des mandats démocrates et réappliquant souvent les formules des mandats qui ont précédé, bah, pour les indécis au-delà du public républicain, parce que finalement ce sont les indécis qui vont décider qui prend l'élection ou pas, bah, elles font finalement vieux monde. C'est-à-dire que ça va au-delà de leur statut de femme, c'est la position dans laquelle aussi elles sont mises. Moi, j'aimerais bien voir une femme charismatique et tout, qui se met face au parti républicain après un mandat républicain, parce que je trouve que les cartes ne seront pas tout à fait les mêmes. Venir à chaque fois après des mandats démocrates, les assumer, devoir être au renouveau, c'est très compliqué. Même pour des hommes, ce n'est pas facile comme tâche, et ça fait vraiment succursale de Marvel. But I was feeling some kind of way following Eminem. And I noticed my palms are sweating. Bref, nous arrivons donc à la fin de cette analyse qui revenait sur le comment et le pourquoi Donald Trump a gagné les élections récentes et sur l'impact des célébrités sur finalement tout cet écosystème-là. Je vous ai donné mon avis, mon ressenti. En vrai, je tiens à vous dire que j'étais pas sûr que Donald Trump gagne. Jusqu'à l'interview, je l'ai vu dire, je crois que c'est The View, quand elle dit qu'elle a su le bilan de Biden, je me suis dit non, là il y a un problème parce que c'est trop compliqué d'assumer, de dire que tu ne vas rien faire de mieux que Biden, alors que tu vois des millions de gens, même dans tes sondages, te dire que bah en fait ils veulent du changement. En fait, comment tu fais pour conjuguer les deux? Et en même temps, je l'ai comprise parce que je me suis dit, la meuf elle a 3 mois, si elle le lâche, ils peuvent la lâcher. Enfin, c'était trop compliqué pour elle. Je comprends aussi pourquoi elle a perdu, c'était une tâche extrêmement difficile. Would you have done something differently than President Biden during the past 4 years? There is not a thing that comes to mind in terms of, and I've been a part of most of the decisions that have had impact. Et bon, c'est le jeu pauvre Lucette. De l'autre côté, Donald Trump a un sens politique qu'on l'aime pas, parce que moi c'est pas mon personnage préféré de la politique américaine, loin de là. J'étais même plutôt pour Hillary en 2016, mais il a un sens politique, un flair incroyable. Même le moment où on lui tire dessus et qu'il met le poing en l'air, franchement, moi j'aurais fait un Usain Bolt, j'aurais commencé à courir comme un fou. Le fait que ce vieux monsieur là dise ouais vas-y je vais me battre et tout, ça montre quand même quelque chose, et je peux comprendre dans quel sens ça parle à une partie de l'Amérique, cette espèce de virilisme, de machin, l'homme qui va nous défendre jusqu'au bout même s'il meurt et tout. Je peux comprendre dans quel état d'esprit ça touche une partie de l'Amérique, et c'est dommage que autant de médias soient passés à côté de ça. Pas pour soutenir Donald Trump, mais juste pour pointer la réalité, parce que de l'autre côté, ce que ça crée, c'est que ça crée une perte de confiance, et on va sortir de l'ère Donald Trump peut-être au bout de 4 ans, mais la perte de confiance dans les médias, si ça continue comme ça, va rester, et ça peut créer des problèmes encore plus graves dans les démocraties occidentales. En tout cas, c'est mon opinion. Je vous ai donné ma palette d'avis sur toute l'histoire. Je fais pas souvent de vidéos politiques, mais j'aimerais bien plus en faire. Je crois d'ailleurs que je vais créer une chaîne politique. Je crois un jour je ferai ça. Mais pourquoi? Parce que si je crée une chaîne politique, là, je suis succinct sur pas mal de points. Je pourrais détailler plein d'avis et ça me permettrait d'être plus libre sur tout ce que j'aurais détaillé. Mais bon, bref, dites-moi tout ce que vous en pensez. N'hésitez pas à liker, à partager, à me dire si vous pensiez que Kamala allait gagner, si vous n'êtes pas surpris par la victoire de Trump. Dites-moi tout ce que vous pensez de cette élection-là. Comment vous analysez la réaction des médias, le fait que les médias n'aient pas vu. Est-ce que c'est par idéologie? Est-ce que c'est par puritanisme? Comment vous voyez aussi la campagne de Kamala Harris, le fait que les célébrités, bah en fait c'est à double tranchant. Oui, ça peut te confirmer sur ta fanbase, mais de l'autre côté, ça réveille aussi les gens qui te détestent, parce que dès qu'ils te voient avec une célébrité, ils se disent wow, voilà. On a vu par exemple que l'apparition de Beyoncé a été tout de suite détruite par Donald Trump, parce qu'il l'a parodié dès qu'il a commencé à dire que a party with Beyoncé, c'est devenu une blague, l'apparition de Beyoncé au meeting de Kamala Harris. Joe Biden is asleep. Kamala is at a dance party with Beyonce. 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 Dance party with Beyonce. Dance party with Beyonce. Tu vois, et donc du coup c'est à double tranchant avec un personnage comme Donald Trump, parce que lui précisément joue sur l'anti-élitisme et s'accompagne d'autres magnats comme Elon Musk, qui a fait de Twitter le réseau de Donald Trump, et c'est d'ailleurs assez flippant pour le coup. Mais ça nous montre aussi l'ambivalence des réseaux sociaux, c'est-à-dire que cette plateforme a été utilisée comme moyen de campagne et on ne pouvait rien y faire, personne ne pouvait rien y faire, d'ailleurs on l'a subi. Moi chaque fois que je swipais sur mon truc, j'avais toujours un post d'Elon Musk sur Trump. Que dire? Bref, n'hésitez pas à liker, à commenter, à me donner tous vos avis sur cette histoire. Je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.